Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez? Guillaume est en train de taper. Bonjour, oui, très bien, génial. Merci beaucoup. Alors, il est midi pile, on va peut-être attendre, comme d'habitude, 2-3 minutes pour que les participants arrivent. Tcha, Est-ce que tout le monde va bien? C'est une vraie question aussi. C'est l'occasion de vous rappeler que le chat est là et que, vous pourrez poser toutes vos questions. C'est toujours un peu particulier de parler, tout seul devant son ordi. Évidemment, je suis, preneur de toutes les questions pendant toute la durée de l'échange. C'est un échange, c'est pour vous, hein, qu'on est là. Donc n'hésitez pas, c'est bien, il commence à y avoir plus de participants. On va encore attendre encore 2 minutes. Hello Sébastien, enchanté. J'attends encore, allez, encore 2 participants et je commence. Voilà, plus que 1. De toute façon, c'est enregistré, donc et voilà, c'est bon. On a le nombre que je voulais atteindre. Donc, ravi, de faire votre connaissance à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le dirigeant de la société Beanstalk, qui accompagne des particuliers dans l'investissement locatif depuis bientôt 6 ans maintenant. Et je pense qu'il y a plein de questions, que beaucoup de Français se posent aujourd'hui sur, l'état du marché immobilier. Alors il s'avère que depuis 1 an, on commence à avoir du mieux. D'accord, le marché semble repartir. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre rapidement pourquoi ça repart, mais surtout de savoir concrètement, au-delà des effets de marché, de ce que font les gens, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'investir dans l'investissement locatif? Alors évidemment, vous vous doutez que j'ai un petit biais, puis, étant donné la société que je dirige, le but, c'est de rester le plus factuel possible, vous le verrez. D'ailleurs, l'objectif de cette présentation, alors évidemment, c'est une slide pas très technique, je voulais juste être très clair. L'objectif, c'est de sortir de la caricature. L'immobilier, ça a beau être un investissement, il n'est pas souvent traité comme un investissement. Normalement, quand on parle d'investissement, il y a plein de règles partout. Attention, investir comporte des risques, la fiscalité, la volatilité, il y a plein de choses qui sont dites. L'immobilier, les gens sont un peu plus irrationnels. Donc, il y a des gens qui vont vous dire que c'est absolument génial l'immobilier, que tout le monde gagne plein d'argent très vite et devient autonome financièrement à 22 ans. Et il y a l'inverse, il y a des gens qui vous disent que c'est une catastrophe, qu'il y a une infinité de risques ingérables, etc. L'objectif, c'est d'avoir une vision plus nuancée, sortir de la caricature. Donc, il y a des risques. L'objectif, c'est de ne pas les surestimer, mais de ne pas les sous-estimer non plus. Et il y a de la performance financière, il y a moyen de gagner de l'argent, mais l'objectif, c'est de bien comprendre comment, de ne pas surestimer et de ne pas sous-estimer l'argent qu'on peut gagner. Donc, ça va être l'objectif de la présentation. Je donne quelques chiffres. Après, promis, c'est fini les chiffres, c'est juste cette slide. Mais juste pour vous donner un petit ordre d'idée, on a une moyenne de nombre de transactions sur les 20 dernières années en France autour de 600 000 nombre de transactions annuelles. On est monté à 1 million, quasiment 1,2 million en 2021, donc c'était le record historique sur fond de baisse des taux. Et vous vous souvenez, ce fameux épisode du Covid qui a donné envie à tout le monde d'acheter quelque chose de plus grand. On avait évidemment des taux très très bas à l'époque. Donc, on n'est plus du tout dans ce monde-là, mais l'année dernière, en 2024, on est descendu à 800 000. Donc, imaginez le choc que ça fait. C'est quasiment 30% de baisse en volume. Beaucoup de gens qui ont été impactés. Et là, on est remonté à 900 000 cette année, en 2025. Donc, la tendance est très positive. On est largement au-dessus de la moyenne de long terme et on est quasiment au plus haut de marché en nombre de transactions. Donc, il ne faut pas tomber il faut pas tomber dans la caricature d'un marché qui se serait effondré. C'est pas vrai. Les Français font beaucoup plus de transactions immobilières toujours que la plupart des pays du monde. En tout cas, par habitant, c'est vraiment choquant à quel point on aime l'IMO. Le marché est toujours aussi liquide, aussi fort, mais il faut bien comprendre comment il fonctionne. Et d'ailleurs, on a ce petit point aussi qui a changé, c'est que jusqu'en 2020, c'était à peu près évident pour tout le monde que les grandes villes faisaient que monter en prix tous les ans. On avait vraiment des hausses de prix assez significatives dans les années 2010.
Et depuis 2020, avec le Covid, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est que les gens ont commencé à voir les grandes villes comme des endroits où il n'y a plus du tout de potentiel et au contraire, il faut investir que dans les zones balnéaires, etc. Là, le marché il est en train de revenir un peu à la normale, donc on n'a plus de variation majeure de prix. On n'a plus de rejet massif de Paris ou d'amour massif pour Marseille ou que sais-je. On est revenu dans un marché qui a une tendance de fond un peu plus structurée, un peu plus fluide, un peu plus claire. Et c'est notamment permis par des taux qui se sont stabilisés. Pendant longtemps, on a subi, imaginez, hein, l'impact sur le marché, on est passé de 1% de taux d'emprunt à 4% en un an et demi. C'est violent, c'est du jamais vu, hein, une telle hausse aussi franche. Et là, on est redescendu à 3,5% sur les taux. Donc, c'est un niveau de taux qui est parfaitement satisfaisant, qui permet de reconsidérer l'investissement locatif. Donc, ça, on peut tout de suite le dire. Avec les taux qu'on a aujourd'hui, vous le verrez, ce sera une des grandes conclusions, il y a de l'argent à gagner. D'accord, mais pas sur n'importe quel actif, c'est toujours pareil. De même que voilà, les Américains, ils empruntent à 8% hein, ou 6-7% pour les plus chanceux. Ils gagnent quand même de l'argent sur l'immobilier. Donc, il faut être nuancé dans tout ce qu'on dit. Euh, et d'ailleurs, un dernier petit chiffre, on suit de très près la proportion de transactions en France qui sont faites pour l'investissement locatif. On était à 30% en 2019, d'accord. Donc, c'était le record. 30% des transactions, et d'ailleurs 2020, c'était pareil, 30% des achats immobiliers étaient faits pour de l'investissement locatif, ont été descendus à 15% en 2024, on est remonté à 20% en 2025. Donc, il y a un retour des investisseurs. Mais évidemment, vous le savez, il y a toujours une raison pour laquelle les investisseurs s'éloignent ou se rapprochent d'un investissement. Et le but, c'est de les décortiquer. Donc, on va commencer par les forces d'investissement locatif. Pourquoi c'est toujours une très bonne idée d'investir dans le locatif? Encore une fois, le but, c'est de sortir du bruit des c'est génial. Le but, c'est pas de dire que c'est génial. C'est un actif comme un autre avec sa performance et ses risques. Le but, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'investissement locatif? La première chose, c'est qu'il y a une relative stabilité des prix. D'ailleurs, c'est un jour intéressant pour en parler, parce que voilà, depuis 2 jours que Trump explique qu'il va annexer le Groenland, il y a tout le monde qui est en panique sur les marchés financiers sont en panique, les marchés boursiers, mais aussi les crypto-monnaies, on les voit très volatiles. L'année dernière, le Bitcoin, pour ceux qui ont investi sur le Bitcoin, vous le savez, vous n'avez pas forcément passé une très bonne année. Il y a dans l'immobilier une forme de stabilité des prix qui rassure. Vous voyez, là, on a perdu en 4-5 ans à Paris, on a perdu 10% sur les prix. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. C'est quasiment historique, une baisse de 10%. Alors qu'une baisse de 10% sur les marchés, c'est quelque chose qui peut tout à fait se produire demain. Donc, il y a une stabilité relative qui rassure, il y a une moins de volatilité et il y a une forme d'insensibilité aussi à certains événements géopolitiques. Et c'est moins réactif, c'est moins agressif dans le quotidien. On ne se demande pas tous les jours combien vaut son bien, même si je sais que les Français sont des petits curieux et qu'ils aiment bien mettre à jour la valeur du bien. C'est pas non plus quelque chose qu'on regarde toutes les 20 minutes. Il n'y a pas le risque que pendant la journée, vous appreniez que votre bien il vient de perdre 50% de sa valeur. Donc, c'est un premier point qui est très important et qui reste tout à fait valable. En France, en tout cas, on n'a pas de variation majeure sur les prix, ni à la hausse ni à la baisse, ce qui donne une forme de prévisibilité. Pareil pour les loyers et les charges. On est globalement soumis en France à une règle assez simple pour l'immobilier, c'est que c'est en théorie censé augmenter au niveau des revenus que vous percevez et des charges que vous payez au même rythme que l'inflation. Or, on a une inflation qui est très faible en France. C'est une chance qu'on a, je ne sais pas si on s'en rend assez compte. On est un des pays avec la plus faible inflation au monde, sans rentrer non plus dans de la déflation. Bon, là, je ne vais pas faire un cours d'économie, mais on est sur une économie qui est très stable de ce point de vue-là. Et donc, ça permet d'avoir une forte visibilité. Ça nous amène au troisième critère. Pourquoi les gens aiment l'IMO? C'est parce on a le sentiment, en tout cas, qu'on peut quasiment prévoir 90% du déroulé des opérations pour les 20 prochaines années. Je peux prendre un Excel et me projeter à peu près sur ce qui va se passer pendant 20 ans. C'est évidemment pas le cas avec les autres classes d'actifs. Donc, c'est quelque chose qui plaît énormément, ça. D'accord? En termes de revenus et de coûts, OK, on peut avoir d'exceptionnelles mauvaises surprises, et c'est pour ça qu'on va parler des risques après. Mais ça, il y a des solutions et il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir un actif aussi prévisible. Un autre point dont vous entendez très souvent parler, qui est toujours aussi valide, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est simple, c'est l'idée que la banque, elle finance la quasi-intégralité du montant qu'il va falloir investir. Et donc, de votre point de vue, vous mettez beaucoup moins d'apports, vous sortez peu d'argent chaque mois. Donc, l'effort que représente l'achat d'investissement locatif, il est très faible pour vous, pour un particulier en France, il a peu d'argent à sortir. Et ça permet deux choses. La première, c'est que ça dérisque, d'accord? Ça limite le risque qu'on prend. Si demain,
vous avez 20 000 euros à mettre dans votre investissement locatif versus un Anglais qui aurait besoin de mettre 40% enfin 80 000 euros pour acheter le même montant, pour investir le même montant d'immobilier, bah évidemment, vous préférez être dans la situation où vous mettez 20 000 plutôt que 80 000 et laisser la banque financer. C'est un effort qui est bien moindre sur votre épargne à vous, sur votre quotidien. Et sachez que la France est le pays avec le meilleur ratio de financement par les banques. On a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir le système bancaire qu'on a. C'est une chance qu'on ne se représente même plus en France quand un banquier ne veut pas financer 100% du prix du bien, on s'offusque. Alors que c'est absolument la règle nulle part ailleurs qu'en France. D'accord? Donc gardez ça à l'esprit. On a énormément de chance d'être là où on est du point de vue du mode de financement. Et ça, c'est toujours aussi vrai. Et deuxième conséquence de cet effet de levier, c'est que c'est grâce à ça qu'on va avoir des performances financières qui sont attractives. En fait, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Quelqu'un qui décide d'acheter, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit Alex, j'ai 200 000 euros à investir, je viens de toucher un héritage, je voudrais acheter un appart. La première chose que je vais dire, c'est mettez 200 000 euros de côté, garde-en 20 pour que ça serve d'apport, n'achète surtout pas un bien à 200 000. Dès lors qu'on commence à financer le bien immobilier avec autre chose que du crédit, on perd la quasi-intégralité de la performance financière. La performance financière, elle vient du fait que vous sortez peu d'argent. Laissez la banque sortir l'argent, laissez le locataire rembourser le crédit. C'est la règle. Ça a toujours été la règle. Et c'est là qu'on se retrouve avec des performances financières, donc des revenus, ce qu'on appelle des return on equity, des revenus sur les capitaux que vous avez investis dans le projet. Vous allez faire des placements qui sont autour de 7 à 10% si c'est bien choisi, avec des actifs qui ne comportent pas des risques démesurés comme on va le voir après. Et ça, c'est ce qui fait l'attractivité de l'investissement locatif. Évidemment, ça dépend beaucoup du niveau de taux sur le marché et de la facilité que les banques ont à financer une grande partie du financement. Donc, quand on est dans le monde actuel, avec des taux à 3, 3,5 et des banques qui financent plus de 100% du prix du bien, on sait que la performance financière peut être très attractive comparée aux autres classes d'actifs. Si demain, je vous assure, si demain les taux passent à 16%, je ne tiendrai plus du tout le même discours. Et de la même façon, vous comprenez pourquoi quand on avait des taux à 1%, il n'y avait quasiment aucune classe d'actifs qui était aussi performante que l'immobilier. D'accord? C'est pour ça que les prix explosaient. Et s'il s'avère qu'un jour les taux se remettent à baisser considérablement, vous allez voir que c'est mécanique, les prix vont se remettre à augmenter puisqu'il n'y aura pas de meilleure classe d'actifs. Donc 7 à 10%, c'est attractif, mais on pourrait me rétorquer, oui, mais peut-être qu'il y a d'autres classes d'actifs qui peuvent performer autant. Oui, chaque actif a ses points forts, ses points faibles. Il faut juste les comprendre. Donc, je continue cette liste, c'est la deuxième page sur les forces. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui est extrêmement avantageuse en France sur l'investissement locatif, notamment en meublé. Donc, on a, pour ceux qui ne connaissent pas la LMNP, on a ce régime fiscal location meublée non professionnelle qui est absolument incroyable, qui permet globalement de ne pas payer d'impôts sur ses loyers. C'est un statut qui est tellement avantageux que certains députés envisagent parfois de le rendre moins avantageux pour rééquilibrer en faveur de la location nue. Alors, juste, je vous donne quand même une information importante, puisqu'au mois d'octobre, il y a eu beaucoup de bruit autour d'un potentiel amendement qui annulait, qui vidait la LMNP de son intérêt principal. Je rassure, ce n'est plus tout d'actualité. Ça a été d'ailleurs très rapidement évacué, même dans la version remise au Sénat et la version ensuite remise à l'Assemblée, on avait déjà plus cet amendement. Mais là, en tout cas, la version qui a été proposée hier par le gouvernement et qui a été, on va dire, propulsée par le 49.3, dans cette version-là, il n'y a aucune réforme particulière concernant le LMNP qui continue de garder tous ses avantages. Cette fiscalité est extrêmement avantageuse. Et d'ailleurs, sachez-le, aujourd'hui, on vient d'apprendre que hier, le gouvernement a déposé un amendement qui va créer un nouveau statut du bailleur privé qui concernera les logements neufs ainsi que les logements dont la valeur des travaux, donc les logements anciens, dont la valeur des travaux est supérieure à 30% du prix du bien. Donc, c'est des cas qui sont rares. Il faudrait un bien acheté 100 000 et avec des travaux supérieurs à 30 000 pour que ça marche à peu près. Mais ça arrive, ce genre de bien. C'est d'ailleurs quelque chose que Beanstock fait beaucoup. Ce statut du bailleur privé proposera peu ou prou exactement les mêmes avantages que la LMNP, mais pour la location vide. Donc, ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Si c'est confirmé, ça peut être une nouvelle approche de l'investissement locatif. Voilà, ça, je vous le confirmerai dans les semaines qui viennent, mais ça peut être quelque chose, une nouvelle opportunité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va plus dans une direction où la fiscalité, elle est privilégiée en France sur le logement parce qu'il y a un gros problème de logement en France, vous ne l'ignorez pas. On a
gros déficit de logement. D'ailleurs, on le voit, la tension locative, elle n'a jamais été aussi élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui dans à peu près tous les grands centres urbains de France. Donc, on a un sujet qui, je pense, est bien compris par le gouvernement, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 4-5 mois. Hein. Rappelez-vous, le gouvernement qui arrivait, et en fait, c'est qui a commencé, qui était là en octobre, il venait de commencer 2-3 semaines avant. Hein. Il y a donc 3 autres arguments concernant l'investissement locatif. Le premier, c'est que ça permet de diversifier. D'accord. Donc, n'oubliez jamais cette notion. Alors, Alex, je vois une question 7 à 10% brut. Non, moi, je parle en net. D'accord. Donc, en net, attention, je ne parle pas de rendement locatif, je parle de performance financière. C'est très différent. La performance financière, c'est le vrai montant qu'il faut regarder d'ailleurs. Hein. C'est ce que sur Binstock, on appelle, nous, le RCI, enfin la RCI, la rentabilité des capitaux investis, qu'on pourrait traduire en anglais par Return on Equity. C'est ce qui se compare directement à la performance de j'investis dans le S&P ou dans le CAC 40 ou dans le livret A. C'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. Finalement, la rentabilité locative, c'est un chiffre qui ne dit pas grand-chose de la performance financière de votre actif. C'est un des paramètres qu'on va mettre dans le calcul, mais ce n'est pas du tout le chiffre. On ne peut pas se dire, tiens, j'ai acheté un appart à 5%, je fais du 5%. Ça ne marche pas du tout. Vous pouvez si vous achetez un appart à 5% de rendement locatif avec un taux à 10%, vous verrez que votre rendement financier, il est négatif. Hein, vous perdez de l'argent sur l'investissement. Donc, voilà, faut être vigilant. Donc, le point diversification est très important. C'est aujourd'hui, il est hors de question. Moi, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais il est hors de question de dire à quelqu'un mettez l'intégralité de votre argent dans l'immobilier. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de se dire l'investissement locatif, il est décorrélé de beaucoup d'actifs financiers type crypto-monnaie, marché financier, etc. Il a une performance financière qui peut être supérieure à ce qu'on voit sur les livrets réglementés. Donc, c'est un type d'actif qui a son rôle parmi d'autres. Dans toutes les grandes fortunes, on voit à peu près, dans les analyses de portefeuille des grandes fortunes, on voit entre 15 et 25% du portefeuille qui est consacré à de l'immobilier. D'accord. Il y a 2 autres arguments qui sont un peu plus irrationnels, mais qui jouent énormément. On est quand même dans une ère où, on le sait, hein, le salaire, il n'enrichit plus. Gagner de l'argent à l'échelle à laquelle on aimerait gagner de l'argent tous, ça se fait assez difficilement sans héritage aujourd'hui. Et donc, dans ce monde-là où on a du mal à s'en sortir, à savoir comment on va joindre, comment on va faire se rejoindre le réel avec nos objectifs, puisqu'on a tous l'objectif de vivre mieux, d'avoir un peu plus de moyens. L'immobilier, c'est quelque chose qui est à la portée de tous et qui permet de s'enrichir avec des niveaux de risque qui sont perçus en tout cas comme relativement raisonnables. Donc, concrètement, c'est un bien à part, hein, le logement, c'est pas un actif comme les autres. J'achète pas une action, j'achète pas un livret, j'achète quelque chose de physique dans lequel je peux notamment vivre moi si un jour j'en ai besoin. Donc ça rassure énormément et je vois énormément de clients qui vont sur le point 8. Beaucoup de gens me parlent du fait qu'ils veulent investir pour transmettre, pour un héritage qui est palpable, qui est physique pour leurs enfants, pour qu'ils soient en sécurité. Ça joue énormément ce sentiment de sécurité lié à l'investissement locatif. Donc, c'est une façon d'accéder à la propriété sans se ruiner, sans y mettre tout l'argent qu'on a de côté. Et ça, on ne peut jamais le mettre de côté. Les risques maintenant, puisqu'il y en a également de nombreux. Et après ça, on parlera d'ailleurs des solutions que je vous propose vis-à-vis de ces risques. Le premier risque, c'est les impayés. Je choisis mal mon locataire, globalement, ça va me coûter très cher. Alors, choisir mal un locataire, ça peut coûter très cher sans qu'on s'en rende compte. Typiquement, un locataire qui reste que 3 mois, bah, ça coûte cher puisqu'il faut le remplacer en 3 mois, on repaye des frais d'agence, c'est des choses qui coûtent cher. Mais en vrai, le vrai risque à mal sélectionner son locataire, c'est mal sélectionner un locataire pour son dossier. Donc, ne pas voir qu'on est tombé sur quelqu'un qui n'était pas solvable, ne pas voir qu'on est tombé sur quelqu'un dont les garants ne sont pas solvables, etc. Donc, évidemment, il faut faire très attention à ça. Il existe une multitude de solutions à ce problème-là. La première desquelles, évidemment, la sélection des locataires. Je pense que nous, on commence à avoir pas mal d'expérience et c'est. Ah oui, d'ailleurs, un petit chiffre quand même. Le montant des impayés en France, il varie entre 1 et 3% chaque année. D'accord. Donc, les impayés, c'est un sujet qui est extrêmement rare, qui se gère aujourd'hui avec des outils, mais ça, il ne faut pas le surestimer là encore. Hein. Il ne faut pas se dire j'investirai jamais dans l'immobilier, il y a du squat de partout. Non, le squat, c'est 0,2% des logements. C'est quelque chose qui arrive quasiment jamais. Et il y a encore une fois des solutions qui se gèrent et que nous, on a l'habitude de gérer très bien. On n'a jamais une situation qui s'est éternisée dans le temps. C'est des choses qui arrivent, il faut s'en prémunir, il y a des solutions à tout. Mais ne pas surestimer le risque non plus. Je ne connais pas grand monde dont l'appartement a été squatté. Hein. Parler vraiment avec les gens autour de vous, vous verrez que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Un sujet, en revanche, qui peut être beaucoup plus fréquent et qui est sous-estimé, c'est les travaux imprévus dans l'appartement. Et là, disons les choses très clairement, très souvent, quand il y a des travaux à prévoir dans votre appartement, c'est que les travaux initialement faits
étaient soit mal faits, soit pas bien choisis. Parfois, on n'a pas fait les bons travaux. Mais des travaux qui sont mal faits, sachez que ça se paye. D'accord? Donc, il est évident, et d'ailleurs, c'est un discours qu'on tient souvent avec nos clients, quand on a un client qui vient nous voir et qui nous dit: «Mais pourquoi on refait le parquet?» Parce que, on a l'impression qu'il est un peu gondolé sur une petite partie et en fait, tu le vois pas, mais ces petites, indications, ça peut suggérer qu'en dessous, il y a un peu d'eau et peut-être qu'en fait, cette eau, tu le vois pas, c'est en train de créer des infiltrations dans le plancher et qu'un jour, le plancher va s'effondrer et le jour où le plancher va s'effondrer, bah, tu vas te dire: «Pourquoi j'ai pas mis 400 € pour qu'on refasse cette latte?» Voilà. Donc, il y a toujours un principe de précaution. Les travaux, moi, je vais vous préconiser, hein, d'ailleurs, dans les solutions, de toujours aller au max dans les travaux, d'investir dans des artisans de qualité, des gens qui vous avez confiance, et d'y aller à fond sur la qualité des matériaux, etc. Le troisième problème, c'est les travaux dans l'immeuble. Ça, c'est un très, très gros sujet, très souvent sous-estimé. On a des travaux qui arrivent qu'on ne peut pas voir venir. Même quand on achète dans le plus bel immeuble du monde, et on a l'impression qu'on a tout bien analysé, que ça a l'air joli, que les gens ont l'air sympas. Vous ne savez pas si demain les gens vont vouloir payer le jour où il y aura une grosse dépense, est-ce qu'ils reconnaîtront leurs responsabilités, est-ce qu'on n'aura pas des locataires qui vont mal se comporter et ceux-là, ils n'étaient pas là quand on est arrivé. Bref, il peut y avoir assez fréquemment des grosses mauvaises surprises sur les travaux dans l'immeuble. Et là, malheureusement, il n'y a pas 1000 outils de contrôle, hein. Un des gros outils de contrôle, c'est ce que moi j'appelle, c'est la quote-part de copropriété, donc les tantièmes de copropriété, donc la proportion du budget de l'immeuble que vous représentez avec l'appartement. C'est un point qui est essentiel. S'assurer que le jour où il y a des travaux, on ne représente pas trop dans la dépense. Vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. J'ai un immeuble, moi j'ai un appart dans un immeuble dans lequel on vient de découvrir 60 000 € de travaux à faire. Je peux vous dire que les discussions, elles sont plutôt échaudées. Et la raison pour laquelle ça se passe mal, c'est qu'il y a 2 copropriétaires qui possèdent 20% de l'immeuble, donc pour qui ça représente 12 000 €. Et moi, j'ai 1% de l'immeuble. Donc, je ne dis pas que 600 €, c'est pas grand-chose, mais 600 € payés sur 4 ans, avec, en plus, c'est déductible des revenus locatifs, etc. Je ne vais pas du tout le vivre de la même façon. D'accord. Juste, je vois des petites questions. Où en est l'amendement sur les logements neufs loués avec l'avantage du LMNP? Donc, Yasser, on est probablement sur le point il sera confirmé ou non vendredi en fonction de s'il y a censure ou pas. S'il n'y a pas censure, il sera adopté et je ferai un webinaire spécifique pour en parler puisque ça peut être une très belle opportunité puisqu'on retrouve exactement comme vous le dites les avantages de la LMNP sur les logements neufs. Sylvain, vous me demandez si on laisse la gestion à une agence, c'est elle qui prend en charge les loyers impayés et qui s'occupe de trouver un nouveau locataire. Alors, donc l'agence ne va pas payer le loyer à la place du locataire, mais si l'agence est en charge de votre logement et qu'il y a un impayé dedans, c'est à elle de gérer toute la démarche. Soit la démarche d'expulsion, soit la démarche de déclaration auprès d'une assurance, garantie loyer impayé, et c'est à elle de trouver un nouveau locataire. Oui, mais elle va vous le facturer. Donc, il faut bien le prendre en compte. Ça peut être cher. D'accord. Je repars sur la présentation. L'encadrement des loyers, ça c'est aussi un gros risque. D'ailleurs, j'aurais pu généraliser au début, j'avais écrit le risque législatif, donc tout ce qui consiste à connaître une évolution souvent contraire aux intérêts du propriétaire. Voilà, l'encadrement des loyers, ça en fait partie. On a acheté un appart en se disant je vais le louer 800 € par mois et d'un coup, on peut le louer que plus que 700. Ça, quand je vous rappelle que je vous avais parlé du fait qu'un des arguments en faveur de l'investissement locatif, c'était la prévisibilité des revenus, d'un coup, là, on a un petit sujet. Et le vrai impact de ça, c'est que on ne sait jamais là où on sera dans 20 ans. On ne peut pas se projeter sur chaque chiffre précisément. On ne peut pas savoir exactement quelle sera la fiscalité. On ne peut pas savoir exactement quel sera le niveau de loyer, quel sera… Bref. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est le cas pour absolument tous les placements du monde. D'accord, ce n'est pas une spécificité de l'immobilier. Vous voyez, typiquement, là, ils viennent d'augmenter la flat tax pour les placements en mobilier, voilà, alors qu'ils n'ont pas augmenté la fiscalité sur la plus-value immobilière. On ne sait pas comment ils choisissent. Il y a de l'arbitraire, il y a des évolutions qu'il faut prévoir. Ça fait partie des incertitudes, mais voilà, l'encadrement des loyers, ça peut faire partie, au même titre que le DPE, par exemple, des réformes qui peuvent apporter un lot de complexité supplémentaire pour les investisseurs. Un autre point, donc là, la deuxième slide, deuxième et dernière sur les risques importants, donc on en parlait, c'est la fiscalité qui peut être évolutive. Je vous le disais aujourd'hui, un des gros avantages de l'investissement locatif, c'est sa fiscalité, notamment en location meublée. Il faut le dire, on est quasiment au niveau de Dubaï en termes de fiscalité sur les loyers. Hein, c'est une réalité. Hein. Moi, je le dis souvent, mais les apparts que j'ai achetés depuis 10 ans,
Je n'aurais juste pas pu les acheter si la fiscalité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'avais juste pas les moyens de payer l'impôt qui aurait été associé à une location nue. Je n'ai pu acheter ces apparts que parce qu'ils étaient loués en meublé et donc je n'avais pas de fiscalité sur mes loyers. D'accord. Donc, ça, c'est un point qui est quand même fondamental et il ne faut pas se mentir dessus. On a une fiscalité qui peut évoluer sur les loyers, sur la plus-value à la revente. Et toute la question aussi que beaucoup de gens se posent, c'est quid de la rétroactivité? Est-ce que l'appart que j'ai déjà acheté, il sera concerné par cette évolution? Et ça, c'est tout un travail du secteur. D'ailleurs, sachez-le, je participe à ce travail d'éducation, entre guillemets, c'est un mot un peu fort, mais de sensibilisation des acteurs gouvernementaux au fait que la rétroactivité est probablement un des aspects les plus dommageables de la législation en immobilier. Quand un investissement est fait en connaissance de cause, j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui je vous donne les règles et que je vous dis que ces règles-là, elles sont valides pour les 20 prochaines années, vous faites vos calculs, si ça marche, on y va. Mais si entre-temps je change les règles du jeu, c'est assez compliqué. C'est comme si je jouais aux échecs avec vous et qu'entre-temps je vous dis que en fait, la reine n'a plus le droit de bouger. Ça peut poser problème. Donc, ça, c'est un peu c'est un risque important, comme je le disais, mais qui concerne tout type de placement. Et l'immobilier, globalement, aujourd'hui, reste un actif extrêmement favorable du point de vue fiscal en France. D'accord. Un autre risque, c'est la vacance locative. Alors, celui-là, il est très dangereux, mais en même temps très surestimé. On est sur un marché qui est extrêmement tendu au niveau de la location. Dès lors qu'on a bien choisi son appartement, qu'on a bien choisi son bien, bien analysé son marché, c'est assez rare de se retrouver avec un bien qui n'est pas loué. D'accord. Attention, être loué, je sous-entends être bien loué à un bon niveau de loyer, à un bon locataire. Si ça, c'est quelque chose qui a été bien analysé, en général, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai que pour ceux pour qui ça pose problème, quand vous avez acheté un bien avec soi-disant une très forte rentabilité brute et qu'en pratique, le bien il n'est pas loué 3 mois dans l'année, faut multiplier par 9/12e, enfin vous perdez un quart de la renta, c'est un problème. D'accord. Donc il faut être très vigilant là-dessus. C'est quelque chose qui coûte très cher la vacance locative quand il y en a. Il ne faut pas se tromper. C'est juste que c'est quelque chose qui s'évite assez facilement, on le verra juste après. Autre point un peu similaire, la liquidité à la revente donc et le prix de vente, le prix de revente. Donc ça, c'est très important. Moi, je vois beaucoup d'investisseurs qui confondent un peu la création de valeur. Donc j'achète un appart en me disant qu'il est un peu sous-estimé au niveau prix parce que il y a beaucoup de travaux par exemple et je vais recréer beaucoup de valeur grâce aux travaux. Donc les travaux, c'est un très très gros outil de création de valeur. Et d'autres investisseurs qui vont plus parler de je sens bien ce quartier ou je sens pas ce quartier. Typiquement, tous ces discours autour de je sens que Marseille, ça va exploser, alors que 2 ans plus tard, plus personne ne parle de Marseille. Je sens que Paris, ça va baisser, alors que ça se met à repartir. Vous voyez, tout ça, je sens que sur les évolutions de prix, ça s'appelle de la spéculation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, c'est toujours sympa d'en faire, mais ça rend un peu caduque l'argument de prévisibilité de l'investissement locatif, qui pour moi est une des principales forces de l'investissement locatif. Projeter la valeur exacte d'une action sur 20 ans, c'est un beau challenge. Projeter la valeur exacte d'un bien, je pense qu'il y a moins de chances que vous vous trompiez. D'accord. Si le travail était bien fait, encore une fois, et qu'on n'a pas acheté trop cher. Et dernier point, un des plus gros risques d'investissement locatif, c'est de se tromper dans ses calculs. Et ça, je peux vous dire que j'en connais un paquet de gens qui se sont trompés, des gens qui ont oublié certains frais majeurs, des gens qui n'ont tout simplement pas le bon modèle. Vous voyez, typiquement, confondre renta brute, renta nette, pas savoir le lien entre la rentabilité locative et la rentabilité financière, puisque c'est deux notions qui n'ont rien à voir. Or, beaucoup de gens parlent de la rentabilité locative, très peu parlent de rentabilité financière. Or, c'est vraiment la clé du sujet. Sans rentabilité financière, on est à côté de la plaque complètement. Je vous le dis, quelqu'un qui achète, deux personnes qui achètent le même appartement, il y en a une qui prend un crédit, pas l'autre. Rien que ça, celle qui n'a pas pris de crédit, sa performance financière, elle est au moins 2 fois plus faible. Donc, celui qui a pris un crédit, il a gagné beaucoup plus d'argent juste parce qu'il a pris un crédit. Celui qui arrive à avoir une plus longue durée d'emprunt, moins d'apport, etc., il va avoir des conditions financières qui sont beaucoup plus optimisées. Donc, il faut savoir faire ses calculs, ne pas se tromper dans le choix de fiscalité, ne pas oublier un frais important, ne pas oublier que les loyers vont progresser, mais il ne faut pas surestimer la progression. Donc bref, si on fait des mauvais calculs à la base, ça se paye très cher. Les solutions maintenant. Alors, donc, je reprends un petit peu dans l'ordre des risques qu'on a évoqués, mais globalement, avant de rentrer dans le détail, sachez une chose, c'est qu'une des meilleures façons d'équilibrer le risque d'un point de vue financier dans la vie au sens large, c'est d'avoir plusieurs actifs qui se couvrent les uns les autres. D'accord. Donc, au même titre que je vous dis que l'immobilier peut être un outil de diversification vis-à-vis d'autres actifs, boursiers, crypto, etc., c'est pareil.
En général, une recommandation qu'on va faire, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. On ne sait jamais. Si demain, il s'avère que la copro dans laquelle vous avez acheté, c'est une copro dans laquelle les gens ne payent pas leurs charges, ils décident de se mettre à ne pas payer les charges 3-4 ans plus tard, bah, il ne faut pas que tout votre patrimoine immobilier soit porté sur cet actif. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ce débat de est-ce qu'il vaut mieux que j'achète plusieurs, un seul, etc. Ma recommandation, c'est toujours une logique de diversification, de moyenne, d'accord. Quand on a un actif qu'on a acheté qui a beaucoup de risques et une forte rentabilité théorique, il faut comprendre pourquoi elle est théorique, il faut comprendre que s'il y a du rendement, c'est qu'il y a du risque. Et donc, peut-être que ça peut valoir le coup d'acheter pour deuxième actif un actif qui a beaucoup moins de risques et plus patrimonial. Et les deux vont s'équilibrer l'un et l'autre. D'accord. Bon, ça, c'est un conseil général. Mais sinon, rentrons dans le détail. Pour les impayés, évidemment, il existe des assurances. D'accord. Donc, ça, c'est extrêmement répandu aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs types d'assurances. En général, elles sont payées par le propriétaire qui se couvre contre le risque. Mais sachez qu'il existe même aujourd'hui des mécaniques où c'est le locataire qui, pour convaincre son propriétaire, va accepter lui-même de couvrir le frais de la garantie loyer impayé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Binstock, qu'on aime beaucoup. Donc les garanties loyer impayés, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui règle quasiment définitivement le sujet des impayés. Ça coûte 2 à 3 % du loyer et au moins ça réduit complètement cette incertitude. Dites-vous une chose quand même, je me permets, si les assureurs vous facturent 3 % du loyer une assurance, c'est que la probabilité c'est que le coût réel dans leur modèle en tout cas, le coût réel estimé de l'impayé, c'est moins de 2 à 3 %. D'accord. N'oubliez jamais, l'assureur, il fait de l'argent il gagne de l'argent sur votre garantie loyer impayé. Donc, ça veut dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, la proportion d'impayé, elle est inférieure à ce que vous coûte la garantie loyer impayé. Ne l'oubliez jamais. Donc, pareil, est-ce qu'il faut surestimer, sous-estimer? Ça, c'est quelque chose qui va être très personnel à chacun. Mais en tout cas, oui, pour 2-3 % du loyer, on s'assure complètement qu'on se risque. Ensuite, concernant les travaux, je l'ai dit tout à l'heure, la qualité des travaux. Passer par un artisan avec des garanties, toutes les garanties légales, je peux vous dire que ça coûte cher, les garanties légales. Binstock, quand on fait des travaux, je peux vous dire qu'en termes d'assurance, on est sacrément couvert, mais ça nous coûte vraiment beaucoup d'argent. Mais c'est la règle, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si demain, il y a un problème dans votre chantier, il faut que même dans le cas où l'artisan, il n'existe même plus, il ne soit plus en France, il faut que vous soyez couvert contre ces risques-là. D'accord. Donc, il y a beaucoup de garanties qui existent en France. On est dans un beau pays de ce point de vue-là. Il faut en profiter et la qualité des travaux doit être irréprochable. La confiance que vous avez dans l'aspect légal des travaux doit être irréprochable. Donc, il faut bien choisir son artisan. D'accord. Ne lésinez pas sur les moyens, surtout que les travaux sont très optimisés fiscalement en location meublée. Donc, si vous avez le choix entre 30 000 et 40 000 euros d'impôts, de travaux, mais qu'à 40 000, vous avez vraiment refait l'intégralité de la plomberie, de l'électricité, du parquet, du sol, des peintures, etc., évidemment, je vais vous préconiser la deuxième solution qui sera toujours beaucoup plus rentable à long terme. N'oubliez pas, des travaux, c'est rentable quand c'est bien fait. Ça rapporte de l'argent. L'analyse de la copropriété, donc ça, évidemment, on n'a pas tous fait expert. Tout le monde n'est pas expert des copros. Donc, si vous n'avez pas, vous, la compétence, entourez-vous bien. Donc, d'ailleurs, c'est une partie du service que les clients aiment beaucoup chez Binstock, mais votre notaire a cette fonction. N'oubliez juste pas que le notaire, même si le notaire n'a aucun biais, d'accord, l'avantage du notaire, c'est que d'un point de vue éthique, il est censé juste garantir l'intégrité de la transaction. Donc, c'est quelqu'un vers qui il ne faut pas hésiter à se tourner. Il faut avoir confiance dans les notaires. C'est des gens qui sont là pour ça. Mais le notaire, il va avoir peut-être une approche très technique. Il va moins comprendre l'aspect travaux, l'aspect relationnel au sein de la copro. N'hésitez pas à poser des questions aux voisins. N'hésitez pas à parler avec le syndic. N'hésitez pas, bref, à rentrer dans l'opérationnel, dans le terrain, puisque cette analyse que vous ferez au début, elle vous évitera bien des contraintes dans l'avenir. Sachez qu'un bon bien d'investissement locatif, c'est un bien dont on ne s'occupe pas plus d'une heure par an. 5 minutes par mois, c'est un très bon tarif maximum. Si vous avez besoin de plus de 5 minutes par mois, c'est qu'il y a un problème et que probablement l'actif a été mal choisi. Donc, c'est vraiment très important. Cette analyse qu'on fait au début, elle évite une vie de galère pour la suite. Gardez bien ça à l'esprit pour la copropriété, c'est très important. Donc sur l'aspect législatif, évidemment, il faut se tenir au courant. C'est assez compliqué, donc c'est très bien qu'on ait ce genre d'échanges réguliers et j'en ferai régulièrement, mais il faut se tenir au courant. Il faut être accompagné. Il faut des gens qui. Voilà, typiquement, l'encadrement des loyers, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a des solutions, le bail civil, le complément de loyer, mais toutes ces solutions peuvent devenir caduques du jour au lendemain en fonction d'un nouvel amendement, d'une nouvelle règle. Ça peut être positif, ça peut être négatif. On peut avoir une mairie demain qui passe à droite et qui a un encadrement. Tout est possible. Il faut juste
se tenir au courant. Ça fait partie de l'espèce de veille législative qu'on doit tous faire en tant qu'investisseurs. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Binstock a sa newsletter et que régulièrement, on partage quand il y a des infos importantes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn. Je suis plutôt prompt à partager toutes les nouvelles importantes. La solution à la fiscalité. Alors, la fiscalité qui serait changeante, c'est un risque. Je vous le certifie, c'est un risque qui existe et qu'on ne doit pas sous-estimer, là encore. Moi, quand j'ai commencé à investir il y a 10 ans dans la location meublée, déjà à l'époque, on me disait attention, la niche fiscale est quand même sacrément avantageuse, il y a peu de chances que ça tienne. Tous les ans, depuis 10 ans, je suis en stress. Donc là, encore une fois, cette année, on est passé entre les mailles du filet. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Bref, tous les ans, on va avoir le même sujet. C'est quelque chose qui va être récurrent puisque c'est vrai, on parle de zéro imposition. Ça n'existe littéralement nulle part ailleurs, il faut le comprendre. On a deux choses qui existent nulle part ailleurs. Le système bancaire français qui vous finance à 100% avec des taux fixes longue durée assez facilement en mettant très peu d'apports et la LMNP. Aujourd'hui, ces deux éléments-là font que pour un Français, c'est vraiment dommage de ne pas profiter de l'aubaine de l'investissement locatif. Ce n'est pas du tout quelque chose que je pourrais dire dans d'autres pays. D'accord ? Mais si vous souhaitez un peu plus de prévisibilité fiscale, il y a un outil qui s'appelle la SCI, la Société Civile Immobilière, qui permet aussi de faire de la location meublée à condition que la société soit à l'IS. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, elle a l'avantage, cette SCI, d'être un peu plus prévisible, un peu plus stable dans le temps au niveau de sa fiscalité. Donc, ça peut être une piste que certains de nos clients activent et d'ailleurs, on le fait pour eux avec plaisir. Au niveau fiscal, c'est à peu près les mêmes règles. La différence, c'est que c'est un format d'acquisition qui va être un peu plus prévisible et qui est très optimisé pour la transmission. D'accord ? Pour ce qui est des points 6 et 7 sur la vacance locative ou le prix de revente, évidemment, tout ça, ça va dépendre de la capacité que vous avez à analyser un marché. Donc, c'est là que ça peut être intéressant d'être accompagné aussi sur la transaction. Ne pas se tromper sur le prix d'achat, ne pas surpayer le bien, ne pas sous-estimer, ne pas surestimer la tension locative, ne pas surestimer le loyer. Tout ça, c'est compliqué. Nous, ça nous a pris plusieurs années d'avoir la compétence de déterminer un loyer au centime près dans telle rue, de telle ville, etc., en fonction de l'année, du moment de l'année de la mise en location, etc. Donc, c'est compliqué, il faut être accompagné, posez vos questions aux agents immobiliers, faites vos recherches, et vous allez voir que petit à petit, d'ailleurs, à ce titre-là, les intelligences artificielles peuvent être très utiles. Ça peut être un très bon point de départ, je vous le dis. Les chats GPT et consorts font un plutôt bon travail, mais faites l'exercice toujours quand vous posez une question aux IA. D'ailleurs, on a de plus en plus de clients qui deviennent clients Beanstalk après nous avoir vus sur ChatGPT. Je vous recommande vivement de toutes les solliciter sur le même sujet. Donc, si vous voulez estimer le loyer d'un T2 de 23 mètres carrés à Ivry-sur-Seine dans cette rue, posez la question à ChatGPT, mais également à Gemini, à Claude, à Mistral AI, etc., etc. Perplexity. Demandez à 5 IA différentes parce que vous allez voir que c'est là qu'on identifie si la réponse est pertinente ou pas. Parce que si vous voyez que l'écart entre les réponses il est substantiel, c'est qu'a priori la réponse n'est pas fiable. Et donc, il faut continuer sa recherche. Mais bon, si les 5 vous disent la même chose, au contraire, vous pouvez être plutôt confiant. Okay. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus chez Beanstalk, mais évidemment, rien ne remplace l'expérience. Quand nous, on a un bien similaire dans la même rue en location actuellement, on sait exactement combien on a eu de candidatures. Et d'ailleurs, très souvent, quand les logements Beanstalk arrivent sur le marché, on a déjà les locataires qui sont prêts à emménager alors que les travaux ne sont pas terminés. D'accord ? Mais bon, ça, c'est une particularité d'être une agence aussi. Et donc, le dernier point, je vous parlais, rappelez-vous, je vous disais les mauvais calculs comme risque. Évidemment, il faut avoir les bons outils. Donc, les bons outils, ça, c'est pas évident. Tout le monde n'a pas le même niveau en maths, tout le monde n'a pas le même niveau en Excel. Il ne faut pas rougir de ça. Par contre, tout le monde doit avoir la même exigence. Je vous le dis, je vois trop de gens qui s'engagent dans l'investissement locatif sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire, sans comprendre les chiffres qui sont derrière. Je vois des gens qui exagèrent leur compréhension du sujet. Ça, combien j'en ai eu des gens qui prenaient un ton très docte en disant non, mais ça, c'est pas vrai, si, ça, c'est vrai, c'est machin. Attends, reprenons les chiffres, faisons un modèle ensemble. C'est important qu'on parle des mêmes choses et après, tu estimes si c'est cohérent pour toi ou pas. Mais en tout cas, l'inverse m'inquiète beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et quand je leur dis tu viens d'acheter un appart, alors raconte, c'est quoi ton taux d'emprunt, tu as mis combien d'apports, c'est quoi ta taxe foncière, tes charges de copro, combien tu estimes le loyer, comment tu vas justifier le complément de loyer, quelle est la fréquence à laquelle tu vas changer de locataire, quelle est la probabilité que tu aies de la vacance locative, est-ce que tu vas prendre une garantie de loyer, toutes ces questions-là, si on n'a pas la réponse, on est à côté de la plaque.
combien coûte le comptable, quand est-ce que tu passes par une SCI, quelle est la fiscalité que tu vas choisir, micro-BIC, tout ça, si on n'a pas répondu à ces questions, on est à côté de la plaque. C'est le temps de j'achète n'importe quel appart à Paris, les prix montent, les loyers montent, il n'y a pas d'encadrement de loyer, il n'y a pas de DPE, il n'y a pas de ci, de ça, machin, il est fini, les taux à 1%, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, l'investissement locatif peut être extrêmement rémunérateur, juste, il faut le faire de façon plus professionnelle. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on était rentré dans une espèce de jungle. Aujourd'hui, il faut un petit peu plus consacrer d'énergie à cette partie financière. Et c'est vrai que c'est très important de est-ce que j'aime bien l'appart, est-ce qu'il est mignon, est-ce que ci, est-ce que ça. Mais au fond, la vraie question, c'est est-ce que je vais gagner de l'argent? Si oui, combien? Quelle est la probabilité que je ne gagne pas ça? C'est quoi la probabilité que mon gain soit entre temps et temps? Voilà, c'est une approche chiffrée qui vous aidera le plus à comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et c'est évidemment une des grosses vertus d'ailleurs de l'accompagnement par Beanstalk. Je crois que j'ai fini ma présentation, donc je vais prendre vos questions. Donc je reviens. Alors Léo, vous me demandez quid de la potentielle rétroactivité de l'impact de l'amortissement sur la plus-value à la revente. Alors, l'impact de la potentielle rétroactivité. Alors, ce n'est pas potentiel, hein, Léo, la rétroactivité Donc, pour clarifier. À l'époque, jusqu'à il y a un an, il y avait deux avantages fiscaux dans la LMNP, l'allocation de non professionnelle. Il y avait un avantage sur les loyers, un avantage sur la revente. L'avantage sur la revente a été remis en question l'année dernière définitivement et rétroactivement. Donc, ce n'est pas potentiel, c'est déjà là. On a déjà cette réforme qui est en place. Donc, aujourd'hui, quand on présente un investissement locatif à quelqu'un, il faut bien supposer que les amortissements qui auront été consommés pendant la durée de vie du bien seront réintégrés à la plus-value. Et donc, il y aura des impôts à payer dessus. Mais là, il y a plein de petites règles. Est-ce que je suis LMP, LMNP, depuis combien de temps je possède le bien, etc. Donc, est-ce que je suis en SCI, est-ce que je suis en direct? Donc, tout ça, c'est important de le prendre en compte. Mais l'impact réel de cette réforme, il va vraiment dépendre de combien de temps vous gardez le bien. Si vous gardez le bien plus de 20 ans, l'impact, il est quasiment nul. Si vous gardez le bien moins de 15 ans, l'impact, il est d'environ 1 point sur la rentabilité financière. J'insiste, je parle toujours de rentabilité financière. Kevin, bonjour. Comment savoir si le taux d'emprunt proposé par sa banque, pardon, ça a baissé, a baissé ou pas? Ah bah ça, il faut leur demander. Si les taux d'emprunt ont baissé, effectivement, sachez-le, c'est une grande opportunité ça. Vous pouvez les renégocier. N'hésitez pas à solliciter très régulièrement votre banque. Et vous avez deux façons de baisser votre taux. Soit en convainquant votre banque de baisser le taux. En général, elle le fait plutôt activement, surtout si la relation est bonne, donc entretenez une bonne relation. Mais vous avez une deuxième opportunité qui est le rachat de crédit. Si une autre banque décide qu'elle a envie de se battre pour vous avoir comme client, vous pouvez la convaincre de racheter le crédit que vous avez ailleurs. Je donne un exemple. Vous avez un taux à 4,2% sur un crédit que vous avez pris en 2024. Et là, vous voyez que les taux sont plutôt à 3%. Vous avez une banque qui est prête à racheter le crédit. L'écart est suffisamment élevé pour que ça vaille le coup. Ça peut tout à fait justifier une renégociation. D'accord? Il faut à peu près 0,5 d'écart entre les taux de marché et le taux que vous avez pour commencer à réfléchir à cette opportunité. Et d'ailleurs, on le fait pour nos clients, si ça vous intéresse, Kevin. Dominique, paru, vendu ou se loger sont fiables aussi, tout à fait. Tout à fait, vous avez d'autres façons d'estimer un loyer, hein. Alors, empiriquement, Dominique, les loyers qui vont être estimés par se loger ou par tous ces outils vont être des loyers qui ne prennent pas en compte le caractère exceptionnel de votre bien. Donc, si vous avez un bien, par exemple, dans lequel vous avez fait une rénovation un peu exceptionnelle, où vous avez une localisation ou un type d'actif qui est un peu exceptionnel, ce ne sera pas suffisamment bien pris en compte. D'accord? Il n'a pas la compétence pour aller chercher les valeurs extrêmes. D'accord? Nous, on le voit. S'il n'y avait pas d'encadrement de loyer à Paris, je peux vous dire qu'un 10 mètres carrés, on peut le louer facilement 1 000 euros par mois s'il est bien fait. Par contre, s'il n'est pas bien fait, à 500 euros par mois, c'est déjà bien si on arrive à trouver un locataire. D'accord? Donc, vous voyez, il peut y avoir des écarts significatifs qui, évidemment, ne seront pas pris en compte par ces outils et c'est normal. Mais comme c'est vrai que nous, Beanstalk, on a l'habitude de travailler avec des biens qui ont été particulièrement soignés, en général, les estimations sont relativement peu fiables et il vaut mieux tester par soi-même sur des plateformes, mettez une annonce sur Le Bon Coin, etc. C'est souvent un meilleur indicateur. Yasser, dans le cadre de l'amendement bailleur privé, si ce n'est pas moi qui ai fait les 30% de travaux, mais le vendeur, ai-je droit au statut? Je ne peux pas répondre à cette question à ce stade, je ne sais pas. Je dirais que non. L'objectif est de promouvoir les transactions. L'objectif, c'est qu'il y ait des transactions, que vous soyez encouragé à acheter cet appart, pas que vous fassiez de l'argent parce que vous avez un appart qui a déjà…
voyez, ça voudrait dire que le vendeur, il a profité d'un appart qu'il possédait déjà et qu'il a augmenté sa plus-value d'une certaine façon. Instinctivement, je dirais que non, il faut que vous fassiez vous-même les 30% de travaux, à mon avis. Mais à voir ce qui est validé. On aura beaucoup plus de précisions dans les prochaines semaines. Et dès que tout est très clair, je vous promets que je vous referai un webinaire. Que penses-tu du dispositif Jeanbrun? Bah, justement, on en parlait. Je pense que ça va dans le bon sens. Je pense que Vincent Jeanbrun est un des meilleurs ministres du logement qu'on ait depuis bien longtemps, avec qui j'ai échangé et qui comprend bien l'enjeu, qui d'ailleurs est revenu complètement sur la théorie qu'il avait au mois d'octobre sur cette rétroactivité de la modification des règles à LMNP. Donc lui, il est complètement vacciné contre l'idée de rendre rétroactive une règle comme ça. C'est quelqu'un qui comprend bien, qui écoute bien. Je pense qu'on a de la chance de l'avoir aujourd'hui et je pense que ça peut aller dans le bon sens. Il faudra juste voir le détail de tout ce qui est proposé. Dominique, en LMNP, qui paie l'assurance habitation? Vous en avez une en tant que propriétaire et le locataire en a une autre. D'accord? Et les deux assurances se parleront en cas de sinistre et ce n'est pas du tout les mêmes situations qui font intervenir l'une ou l'autre. Quand vous êtes en meublé, la plupart des sinistres sont à la charge de votre assurance. D'accord? Mais comme vous allez aussi le voir, la plupart des sinistres dans votre logement viennent, si vous avez fait des bons travaux, hein, j'insiste, hein, viennent de chez le voisin ou de la copro. Donc très souvent, votre assureur va faire porter le coût par l'assureur de la copro ou du voisin. En fait, votre assurance habitation, elle sert surtout à faire le relais et à vous faire le virement, mais c'est rarement elle qui paye, hein, sachez-le. Fiona, dans quelle mesure dans vos services vous pouvez nous aider à évaluer la rentabilité et formuler une offre avec un appartement qu'on a repéré et visité nous-mêmes? Ou est-ce que vous offrez ces services-là qu'avec les appartements que vous proposez? On peut tout à fait le faire pour des biens que vous avez repérés. C'est un service qui est un peu différent, mais on le fait totalement. Il faudra juste et prendre le temps d'avoir toutes les informations. Ça peut prendre quelques heures, quelques jours, mais on le fait évidemment. N'hésitez pas à le demander quand vous échangez avec l'équipe pour la première fois. Concernant la qualité des travaux, comment chiffrez-vous les travaux? Avec une matrice au mètre carré? Non, non, non. Alors là, nous, on va aller un chiffrage détaillé sur les différents lots. On va vraiment regarder en détail le bien, tous les éléments, on va prendre les mesures, etc. Donc l'estimation, ce n'est pas une estimation chez nous, mais là, c'est spécifique à Beanstalk. C'est que quand on fait une estimation, on s'engage sur le montant. Donc nous, on est obligé d'aller dans le détail. C'est-à-dire que s'il s'avère que finalement, il faut faire plus de travaux que ce qu'on vous avait prévu initialement, c'est nous qui allons devoir compléter. Donc, vu qu'on s'engage sur le montant, ce qui est extrêmement rare, évidemment, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui le fassent sur Terre, on est très, très vigilant sur la façon dont on estime les travaux. Je vois qu'il reste Fiona qui est en train de taper et après, du coup, je vous libérerai tous pour la journée. Comment évaluer le prix locatif d'un studio avec un gros plus comme un jardin privatif plus grand que le studio lui-même? C'est une excellente question, Fiona. Ça nécessite qu'on ait un échange direct. C'est une question qui est technique et il faut une expertise. Mais oui, ça a de l'impact et il faut bien l'estimer. Ça dépend des villes, ça dépend des quartiers, ça dépend de plein de choses. Voilà. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir écouté. Évidemment, je serais ravi d'échanger avec vous par la suite. N'hésitez pas à m'envoyer même des messages sur LinkedIn si besoin. Sinon, d'ailleurs, mon adresse email, hein, alex@beanstalk.com. Vous pouvez toujours m'écrire. Je suis à votre disposition. Passez une bonne après-midi et à très bientôt.